Merci beaucoup Bernard, bonjour à tous et on vient bien de le voir, de l'action à l'international à l'action en France, il n'y a réellement qu'un pas que nous n'hésitons pas à franchir et en rappelant en tout début que 80% des Français aujourd'hui réclament ce devoir d'alliance à la fois pour accélérer la sortie de crise que nous vivons, mais aussi plus structurellement pour réussir les objectifs de développement durable. Et en réponse, 92% des maires, nous le verrons dans un instant, souhaitent reconnaître et s'engager pour l'utilité de ces alliances locales. Et dans cette même dynamique, 83% des dirigeants d'entreprise et 97% des dirigeants associatifs sont déjà à l'action dans cette dynamique. C'est dans cette perspective et dans cet élan qu'a été lancée en octobre 2019 une mission ministérielle pour accélérer les alliances stratégiques entre associations, entreprises, collectivités territoriales. Et nous allons le voir dans cette table ronde, l'angle de chacun est très important pour pouvoir en parler. Et j'ai l'immense joie d'avoir à mes côtés à la fois Emmanuelle Pérez, qui est la déléguée interministérielle à la jeunesse et la directrice de la jeunesse et de la vie associative, d'avoir en ligne ma comparse Cathy Racombouzon, copilote de la mission ministérielle sur l'accélération de ces alliances stratégiques et à la manœuvre sur la proposition de loi pour ce droit d'alliance d'intérêt général. Nous avons pu enregistrer Muriel Barnérou, la directrice de l'engagement sociétal, qui avait un comité exécutif ce matin au sein du groupe La Poste et qui ne manquera pas d'ailleurs de parler de nos sujets à ce comité exécutif qui nous a fait l'amitié d'enregistrer. Et puis Benoît Méribel, président du Centre français des fonds et fondations, puisque nous voyons qu'effectivement cette dynamique à la fois économique à travers les entreprises et philanthropique à travers les fondations se développe de façon extrêmement importante. Alors, je me tourne vers vous, cher Emmanuelle Pérez, parce que la JEVA a suivi de façon extrêmement attentive cette mission ministérielle, s'y est largement engagée. Et peut-être avant de nous donner quelques résultats, finalement, qu'est-ce que cet enjeu de promouvoir les alliances d'intérêt général en France ? Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Charles Benoît, merci de cette initiative d'abord de réunir les 350 catalyseurs pionniers. Donc c'est un moment, je sais, important, cette 7e édition. Et puis merci de m'avoir convié finalement à cette rencontre. Alors peut-être sur cet enjeu qui est très important, rappeler l'historique. Puisque ça fait plus de 10 ans que nous travaillons ensemble avec le ministère donc, de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et en particulier la direction de la jeunesse et de la vie associative, avec le Rameau, pour finalement favoriser justement et faire naître ces alliances, en tout cas valoriser plutôt ces alliances d'intérêt général en territoire, et entre les associations, les pouvoirs publics et les entreprises. La jeunesse du projet, c'était surtout de rapprocher finalement les associations et les PME, et en particulier de valoriser tout l'engagement des salariés des PME. Donc c'était développer le mécénat et le mécénat de compétences. En particulier, ça a donné lieu d'ailleurs au congé d'engagement que nous avons inscrit dans le Code du travail. Et puis, très vite, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas limiter, en fait, le rapport entre associations enfin, cette alliance entre les associations et les entreprises, mais qu'il fallait en effet y associer les pouvoirs publics, les autorités publiques, les collectivités locales, et pour précisément faire évoluer aussi cette relation partenariale vers une vraie relation partenariale, plutôt qu'une relation de prestation, et donc être très respectueux aussi de l'initiative et de la capacité d'initiative des associations. Donc, fort de tout cela, bien effectivement, en 2019, le gouvernement s'est dit qu'il fallait vraiment aller plus loin et était convaincu de la nécessité de créer ces espaces de dialogue pour confronter les points de vue. C'est vraiment ça, et donc dans des relations très équilibrées, partenariales, et ouvrir la voie de futures coopérations nationales et territoriales entre les acteurs. Et c'est donc à ce titre qu'a été confié à la députée Cathy Racombouzon, que je suis heureuse de saluer, et également donc, à mon cher voisin Charles Benoît Hetzig, président fondateur du Rameau, cette mission sur les alliances stratégiques
entre associations et entreprises. Donc le rapport a été remis il y a un an. Nous nous situons donc dans la première partie de la crise pandémique. Ce rapport, j'y reviendrai très rapidement et puis surtout, je laisserai Madame la députée le présenter, présente 21 mesures, un cap très ambitieux pour faire des alliances stratégiques un vrai levier de transformation économique et sociale au sortir de la crise. Et je dirais même un levier d'accélération de sortie de crise si l'on comprend bien l'ambition qui est portée dans la mission. On espérait quand même relancer tout ça dès l'été 2020. Évidemment, ça a pris un peu de retard, mais on voit bien que cette mission et les préconisations que vous proposez ont toute leur place aujourd'hui, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes. Alors, l'enjeu, dans le contexte actuel précisément, on voit bien que c'est un enjeu de véritable transformation pour les associations, pour s'ouvrir aussi aux autres acteurs. L'enquête LMA du mouvement associatif Le Monde, 73% des répondants montrent que la crise a rendu encore plus fort la nécessité de renforcer justement les coopérations avec des tiers. Et donc là encore, on voit que au-delà de ce mouvement, c'est aussi toute la nouvelle recomposition des bassins de vie démographiques, finalement ces mobilités démographiques que l'on a vues voir avec la crise, la question du confinement. Et donc là encore, cette recomposition des bassins de vie démographiques rend encore plus pertinente les alliances que l'on souhaite mettre en place. Donc pour nous, c'est vraiment de faire des alliances stratégiques le levier de transformation économique et sociale de sortie de crise, et donc, comme je le disais, d'accélération finalement même de sortie de crise. Alors très rapidement sur cette mission et le rôle du ministère et de la direction, en particulier de la GEPVA, et je salue Charles-Émeric Caffin qui est dans mes équipes aussi à la manœuvre et qui est, je sais, pour vous un allié de poids et dans le temps. Donc ce qui est aussi très important, c'est aussi de pouvoir justement pérenniser les actions. Donc, sans entrer dans le détail des 21 mesures, mais vraiment la contribution de la GEPVA donc, sur les 5 axes structurels. Je dirais les 5 axes, si on retient les mots-clés, c'est légaliser, mobiliser, soutenir, déployer et innover. Donc, légaliser, c'est avec le projet de loi dont va parler la députée. La proposition de loi, pardon. Mobiliser, c'est co-animer donc avec vous l'espace numérique Alliance et Territoire qui est sur notre site association.gouv.fr et qui permet de partager une information régulière, et on sait que c'est important auprès du grand public et de façon à ce qu'on mette justement en lumière tout ce qui se fait. C'est un site association.gouv qui est très utilisé aussi par les associations et les bénévoles. Et l'espace dédié donc aux alliances a trouvé vraiment son public avec un taux de fréquentation dont on peut être assez fier. Donc je le souligne. Le deuxième point, donc ça c'était le deuxième point, la mobilisation. Le troisième point, c'est soutenir. Soutenir, c'est effectivement faciliter l'usage des données pour mieux cibler les priorités stratégiques et favoriser aussi la convergence, donc mettre en synergie les différents outils. Et donc très concrètement, c'est qu'on participe en fait à la plateforme ODD 17 en pratique, et donc qui a été préparée par le Rameau et sur laquelle donc justement on participe aussi, on est très impliqué. Et puis le quatrième grand axe, c'est déployer. Quand je dis déployer, c'est en fait vraiment de se dire qu'il nous faut un socle commun de connaissances. Et donc là encore, c'est un enjeu fort de formation des formateurs sur tout cet enjeu-là. Notez qu'on a justement formé les nouveaux agents de l'État lors d'un webinaire auquel Charles Benoît a bien voulu participer, parce que ça nous semble aussi très important justement que nos services déconcentrés et les acteurs qui vont être dans ces services déconcentrés aient cette information. Et puis on intègre aussi l'apprentissage du faire alliance, là encore avec 2 agents territoriaux qui sont engagés. Donc ça c'est important. Et le dernier axe, et puis j'en terminerai après, je ne veux pas être trop longue, c'est l'innovation, innover. Donc après la légalisation, la mobilisation, le soutien, le déployer à travers la formation, c'est vraiment innover. Donc il faut pouvoir continuer à expérimenter pour investir dans de nouvelles formes d'alliances. Ça, c'est un enjeu très important. L'hybridation des modèles socio-économiques. Et à ce titre, le développement coordonné des politiques publiques sectorielles de l'État qui
promeut en fait les tiers-lieux ne peut être que positif. Et là aussi, je le souligne, on a beaucoup de réunions interministérielles en ce moment sur les tiers-lieux. Et puis, on a aussi tout un travail expérimental qui est soutenu par l'INJEP, qui est, vous le savez, notre institut de recherche qui est dans ma direction et qui a un service à compétence nationale. Là encore, avec des partenariats de recherche, j'ai eu l'occasion de rencontrer un ou deux des chercheurs qui sont engagés sur ces projets. Je dois souligner la qualité de leur engagement et aussi tout ce qu'ils observent et qui, je pense, est très, très utile. Et puis également avec le FONJEP sur les pôles territoriaux de coopération associative. Donc ça, c'est aussi essentiel. Voilà, cher Charles Benoît, si vous permettez, cher pionnier, j'aime beaucoup ce mot-là, vraiment, je salue. Merci en tout cas à vous, les catalyseurs de ces alliances, de ces changements, de cette accélération du changement. Cette conduite du changement est très très importante et ces alliances associatives sont très importantes pour justement aussi nourrir cette ambition de la société de l'engagement qui est portée par le président de la République. Et là encore, on voit bien que les alliances stratégiques sont au cœur de cela. Vous savez qu'on travaille aussi très fortement sur le service national universel, sur les services civiques. C'est-à-dire que là encore, de travailler avec les générations montantes pour qu'elles s'investissent dans l'intérêt général. Et à ce titre, c'est clair que les alliances stratégiques associatives ont toute leur place. Donc, grand merci. Merci beaucoup, Madame la Directrice, cher Emmanuel, pour ces mots. Alors, je me tourne vers vous, Madame la députée, bien chère Cathy, parce que ce cheminement-là, nous l'avons fait ensemble. Et le cœur de ces 21 mesures, peut-être le point d'orgue, c'est la proposition de loi que vous avez déposée à l'Assemblée nationale en février dernier, parce qu'effectivement, elle reconnaît finalement ce droit d'alliance d'intérêt général et la nécessité de l'expérimenter. Est-ce que vous pourriez, bien chère Cathy, nous en dire quelques mots? Mais très volontiers. Bonjour à tous. Magnifique. C'est bon. On t'entend bien, il n'y a pas de problème. Pardon, j'ai été déconnectée, non? Désolée. Bon, je ne vous entends plus, mais j'imagine que vous m'entendez. Pardon pour ce contretemps technique. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de pouvoir participer à cette 7e rencontre des pionniers en territoire, des catalyseurs d'alliance sans qui rien ne serait possible et rien n'existerait. Donc, nous avons effectivement travaillé ensemble pendant plus de 6 mois, cher Charles Benoît, autour de cette mission ministérielle qui nous avait été confiée pour voir comment il était possible de favoriser ces alliances innovantes entre acteurs publics, privés, au service de l'intérêt général sur les territoires. Nous avons rendu nos conclusions dans un moment un peu particulier, puisqu'on était en plein cœur du premier confinement, et qui a finalement permis de mettre en évidence que cette intuition que vous avez, vous, depuis des années, et cette pratique que vous déployez sur les territoires, était en train de devenir, si ce n'est la norme, en tout cas, une nécessité absolue en période de crise pour répondre de manière plus agile, plus efficace aux problématiques qui se posaient sur les territoires. Et on a vu effectivement comment c'était vers l'entraide que acteurs publics, acteurs privés, associations, entreprises, citoyens se mettaient à travailler ensemble pour surmonter l'épreuve. Donc nous avons rendu 21 propositions, comme cela a été dit, qui nous a permis d'expliquer comment il s'agissait de faire naître l'envie d'alliance sur les territoires, puisque c'était effectivement un point majeur, comment susciter la rencontre, comment partager un diagnostic et comment faire émerger les besoins communs, qui est finalement l'élément de base nécessaire pour faire alliance, comment ensuite on peut structurer l'alliance, à la fois par le droit, mais aussi par l'accompagnement, par l'ingénierie, par un accompagnement financier, et puis enfin comment on peut animer une alliance dans la durée avec un mode de gouvernance nouveau, original, partagé, en tout cas au service de se faire ensemble. Donc, dans la suite de ces recommandations qui ont été transmises l'année dernière,
nous avons travaillé sur un texte de loi qui a vocation à préciser vraiment une dimension particulière de la structuration de l'Alliance et voir comment la législation, la réglementation peut sécuriser le cadre pour faire alliance. Puisqu'il nous a effectivement frappé au cours de cette mission que les acteurs qui ont, eux, des réglementations asymétriques peuvent se mettre en risque quand ils font alliance. C'est-à-dire que quand ils ont dépassé le stade de l'innovation et de l'expérimentation, de la construction du dispositif, ils peuvent trouver dans le droit commun un certain nombre de contrats, de structures, on va dire, pour sécuriser ou créer un bien commun. En revanche, quand ils sont dans la phase innovation, ils peuvent parfois se mettre en risque. Donc, on a déposé au mois de février dernier un texte de loi qui a vocation à proposer un droit expérimental de l'Alliance et qui est une réponse à cette problématique. Il se construit en 5 articles. Un premier article qui définit ce qu'est une alliance innovante au service de l'intérêt général, puisque ça aussi, c'est quelque chose qui n'existe pas réellement dans le droit aujourd'hui et donc il faut ancrer pour l'expliquer, en faire de la pédagogie. Donc cet article premier précise les éléments constitutifs d'une alliance, quelles sont les parties qui la composent, avec comme condition d'existence nécessaire la structure, la présence de la structure d'intérêt général au cœur de l'alliance, à laquelle vient se greffer donc une structure privée ou une structure publique. On précise également donc le mode de gouvernance démocratique des intéressés et le cadre contractuel dans lequel les parties de l'alliance s'inscrivent. On leur propose donc un contrat type et une charte de bonne pratique qui sera travaillée par un comité interministériel et qui permettra ensuite de donner ce cadre qui pourra s'exprimer de manière locale, puisque ici aussi j'ai entendu dans les précédentes tables rondes la nécessité de faire lien entre le local et le global. Là aussi il y a cette nécessité d'articuler le national et le local et donc les alliances seront structurées et animées par des comités locaux en territoire placés auprès des préfectures avec un certain nombre de personnalités qualifiées, dont des représentants de collectivités, mais aussi évidemment des acteurs du monde associatif et économique local. Et ce sont ces comités paritaires locaux qui vont animer les alliances, qui vont les encadrer, qui vont permettre aussi d'évaluer cette expérimentation, puisqu'on construit ce texte sur la base d'une expérimentation de 3 ans, et qui feront ensuite remonter au comité interministériel et au Parlement les conclusions relevées tout au cours de cette expérimentation. Donc l'article premier est cet article qui définit ce cadre-là, à la fois de l'expérimentation, à la fois des éléments constitutifs d'une alliance et comment est-ce qu'ensuite elles sont animées localement. L'article 2 est un article extrêmement important puisque c'est ce qui va permettre de déroger au droit commun pour sécuriser par le droit, donc c'est vraiment le cœur de ce sujet, et voir quels sont les freins juridiques qui empêchent aujourd'hui de faire alliance ou qui fragilisent ces alliances, et donc comment est-ce qu'on les lève par un certain nombre de dérogations. Donc c'est ce qui va permettre notamment à des collectivités territoriales dont ce ne serait pas la compétence de pouvoir intervenir dans une alliance qui ne serait pas de leur ressort initialement. Je prends un exemple très concret, si une commune, une municipalité veut s'impliquer dans une alliance éducative qui impliquera collège et lycée, elle pourra le faire, alors qu'aujourd'hui, la commune n'a comme compétence dans le domaine de l'éducation uniquement le premier degré. Donc voilà, ça fait partie des exemples de ce qui pourra être levé comme frein. Ça permettra également de mettre à disposition d'une alliance des agents de la fonction publique, qu'elle soit d'État ou territoriale, alors qu'aujourd'hui, le pro bono, le mécénat de compétences dans la fonction publique n'est pas autorisé, donc ce sera une dérogation. Cela permettra également de sécuriser les flux financiers qui se feront dans le cadre de cette alliance, donc à savoir la relation qui permettra de consolider le fait qu'une collectivité territoriale ne donnera que des subventions à cet organisme d'intérêt général, ça ne pourra pas être requalifié en marché public. De la même manière, la relation qui régira
établira ce qui se passera, les dons et versements faits entre une entreprise privée et l'Alliance sera bien de l'ordre du mécénat et ne pourra pas être là aussi requalifié en avantage concurrentiel ou en autre forme de dons d'un point de vue fiscal. Voilà, donc c'est un certain nombre de freins qui seront levés par voie de dérogation pendant les 3 ans de ce droit expérimental. On a ensuite rajouté 3 articles qui ont vocation pour le coup à favoriser l'engagement et à favoriser le mode coopératif, à le développer dès le plus jeune âge, puisque l'article 3 vise à promouvoir l'éducation à la coopération dans le Code de l'éducation. Donc, il nous a paru nécessaire, là aussi, de pouvoir apprendre à faire autrement dès le plus jeune âge, puisque, effectivement, si nous voulons changer de modèle, si nous voulons favoriser la coopération et être moins dans un système compétitif, en tout cas, faire évoluer ça au service de l'intérêt général, il faut avoir des nouvelles clés, des nouvelles méthodes, des nouvelles manières de faire ensemble, et c'est ce que vise cet article 3. Enfin, l'article 4 et l'article 5 donc, favorisent l'engagement collectif, avec un article 4 qui permettra le mécénat de compétences aux TPE-PME, puisqu'aujourd'hui c'est quelque chose que nous avions inscrit dans les ordonnances travail, mais qui par un biais de rédaction favorisait plutôt les grandes entreprises et ne permettait pas de développer ce mécénat de compétences pour les TPE-PME de moins de 5000 salariés, donc ce sera le cas grâce à cet article 4. Et enfin l'article 5 autorise le don de RTT entre salariés d'une même entreprise au profit de collègues qui ont des activités de bénévolat. Donc voilà, rapidement brossé les 5 articles de ce texte qui ont donc vocation à pouvoir structurer et favoriser ces alliances innovantes au service de l'intérêt général. On espère que ce texte sera discuté à l'automne, d'une manière ou d'une autre, en tant que tel, dans sa globalité, ou inscrit par voie d'amendement dans un autre texte qui aurait vocation à traiter de ces sujets. Voilà, merci beaucoup, j'espère ne pas avoir été trop longue. C'est parfait, comme toujours, Cathy. Et je voudrais juste souligner que c'était un choix du gouvernement d'avoir un binôme pour co-présider cette mission ministérielle, pour pouvoir la copiloter et d'avoir à la fois une députée et quelqu'un de la société civile. Et ça a été une vraie joie de pouvoir avoir ce parcours ensemble. On a pu mobiliser plus d'une centaine de réseaux publics et privés, nationaux et territoriaux. Et je crois que la complémentarité de nos visions n'est pas exempte de cette capacité à justement pouvoir apporter une réponse très concrète, notamment aux catalyseurs territoriaux, et donc qu'il me soit vraiment permis de te remercier très chaleureusement pour ce cheminement que nous n'avons pas fini de conduire ensemble. Et je pense que ma voisine sera sensible au fait que Cathy ait insisté pour que le Code de l'éducation inclue cette notion de coopération d'intérêt général. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et j'espère, au-delà du fait que l'article 1 et l'article 2 sont vraiment structurants pour donner un cadre, que cette logique-là ira jusqu'à cette apprendre à faire alliance nécessaire. Merci infiniment. Et je passe maintenant à l'engagement des entreprises et qui mieux que La Poste, qui depuis 500 ans construit les territoires et qui depuis maintenant plus de 15 ans a engagé une dynamique de co-construction locale, est le mieux placé pour nous parler de ces alliances d'intérêt général au plus près des territoires et de nous dire aussi que ce n'est pas un long fleuve tranquille, d'où l'importance de ce que nous venons d'entendre, et notamment d'un cadre commun. Muriel Barnéhou nous a fait l'amitié d'enregistrer une petite vidéo pour nous donner ses convictions. Muriel Barnéhou, bonjour. Vous êtes directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste et vous aimez à dire que les territoires ont créé La Poste. L'ancrage est dans l'ADN même de votre entreprise et depuis plus d'une décennie maintenant, le groupe La Poste a lancé des démarches apprenantes d'alliances locales pour inventer, avec d'autres, des solutions adaptées aux spécificités de chaque territoire. En 2014, vous avez lancé l'outil expérimental qui est l'Alliance dynamique, à la fois au niveau national et territorial. Et en 2018, vous avez décidé d'en accélérer le déploiement. Pourquoi ? Effectivement, les territoires ont créé La Poste et La Poste a créé les territoires.
On est vraiment dans cette symbiose où il est bien difficile de démêler les chevaux de l'œuf et de la poule d'une certaine manière, hein, parce que la péréquation tarifaire, qui est par exemple au fronton de notre offre postale, c'est au fond aussi un sujet de création des territoires et de création de l'unité des territoires. Pourquoi avons-nous accéléré? Parce que le problème est compliqué. Et que les problèmes que nous avons devant nous, les enjeux que nous avons à résoudre sont aujourd'hui bien trop complexes pour pouvoir être portés par un seul acteur. Pourquoi? Parce que les problèmes auxquels nous faisons face, les questions que nous adressons, on parle de transition numérique, transition écologique, transition démographique, sont des sujets qui, lorsqu'ils se posent sur un territoire, et ils ne peuvent qu'être posés sur un territoire, parce qu'ils s'incarnent à un moment auprès de gens, d'acteurs, de lieux, bien sûr, d'autant plus quand il s'agit de la Poste, acteurs des territoires et entreprises humaines, eh bien, lorsque nous les posons sur ces territoires, imaginer les résoudre seuls serait juste d'une absence totale d'humilité et de lucidité sur la manière dont nous allons devoir faire front, faire face et pouvoir travailler entre nous, innover entre nous, renoncer aussi chacun aux bornes de ce que sont nos optimums pour ce bien commun et cet impact positif dans les territoires. Donc, pourquoi cette accélération? Parce que les problèmes sont de plus en plus compliqués et que bien évidemment la question de leur résolution est de plus en plus urgente. Pas seulement parce que le GIEC nous y invite sur la question de l'écologie, mais aussi parce que la question des mouvements sociaux, la question du faire société est un sujet qui est sur le devant de la scène, au milieu de la table, et que nous sommes dans l'obligation de traiter, de regarder, de solutionner. Alors, on voit bien les enjeux de ce jouet collectif et que les entreprises sont de plus en plus amenées à y contribuer. Néanmoins, les partenariats ne sont pas un long fleuve tranquille et j'imagine qu'il y a des conditions pour que les entreprises puissent finalement, tout en restant ce qu'elles sont, pouvoir contribuer à ces dynamiques collectives. Quels sont finalement les freins à lever pour une entreprise? Je crois, en tout cas, il peut y en avoir de plein d'ordres. Je pense que ce qui est fondamental, c'est d'abord la lucidité, à la fois la lucidité de ce qu'est la puissance de ce collectif, mais ce qu'est aussi sa fragilité, la taille des enjeux auxquels on a à faire face, y compris les propres freins que nous avons en interne dans la manière de nous penser. Je vous parlais tout à l'heure, il y a 2 minutes, du besoin de se faire de la place les uns les autres. C'est un sujet essentiel, c'est-à-dire que l'entreprise doit forcément renoncer à un certain nombre de sujets ou certains optimums, mais ses contreparties ou ses parties prenantes en territoire de la même manière. Vous avez par exemple un sujet qui est très important. En entreprise, on aime bien prioriser. La question de, au fond, que cherche-t-on est un sujet majeur parce que c'est ça qui garantit l'efficacité dans nos univers. Mais la question de la priorisation, ça n'est pas nécessairement quelque chose qui est pratiqué facilement. Donc la lucidité me semble un sujet très important. Et un deuxième élément qui me semble là aussi très important, pas en tant que frein, mais en tout cas en tant que levier à actionner, c'est celui de le partage des intentions. Je crois vraiment beaucoup à ça. Je crois profondément à la puissance de dire ce que sont les intentions parce que c'est ce qui crée le terreau de la confiance. Et c'est sans doute un des sujets les plus difficiles, notamment côté entreprise, parce que quelque chose qui relève de la stratégie, peut-être parfois du secret des affaires, peut-être parfois d'ailleurs d'objectifs qui peuvent paraître difficiles à entendre. Et pour autant, ce partage des intentions, c'est pour moi ce qui vraiment pose le terreau, tisse le nid, où vont pouvoir être relevées toutes les synergies et tous les éléments d'efficacité. Ces 2 sujets sont pour moi fondamentaux. Le troisième, il est plus classique peut-être, mais il est très fort, c'est le besoin que l'on a, ou la difficulté, que l'on a à, entre guillemets, passer le périph'. Ou d'une certaine manière, la façon dont on va devoir
accepter qu'il s'agisse de modèles avec un S et pas d'un modèle, ce qui serait tellement plus simple et tellement plus facile vu de Sirius que de dire, ben voilà, c'est comme ça et comme ça, éventuellement 2, 3. Ça n'est pas du tout la voie, ça n'est pas ce que l'expérience nous donne. Et du coup, cette capacité à être capable de s'adapter et de comprendre ce qui est valable pour la Bretagne, mais qui ne l'est peut-être pas pour l'Auvergne, est aussi un frein très important à la création de cette efficacité et de cette énergie. Merci beaucoup, Muriel Barnéo. C'était d'autant plus important de vous entendre que vous êtes concrètement dans l'action à travers cette alliance dynamique et bien d'autres façons pour le groupe La Poste d'expérimenter ces alliances en territoire. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Alors Muriel Barnéou est bien connue pour savoir passer effectivement du discours à l'action, et je tiens à le souligner qu'elle a accepté de co-présider le groupe de travail entreprises et territoires qui sera lancé à la rentrée avec l'ORS pour justement investiguer plus avant la manière dont les entreprises aujourd'hui s'engagent localement. De la même façon qu'il n'y a qu'un pas de l'international au local, de la même façon il n'y a qu'un pas de l'économie à la philanthropie, et pas que nous n'hésitons pas à franchir. Historiquement parlant en France, les fondations étaient plutôt orientées sur une dynamique sectorielle, par domaine d'action. Et depuis une décennie, elles se sont aussi orientées et enrichies par cette dynamique territoriale, par cette logique territoriale, et qui de mieux que le Centre français des fonds et fondations pour nous en témoigner. Benoît Méribel, c'est un plaisir de vous recevoir. Quels sont les constats, finalement, que le Centre français des fonds et fondations fait en matière de philanthropie territoriale et peut-être du développement des fondations territoriales plus particulièrement? Merci Charles Benoît. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Oui. Bon, parfaitement. Merci et je salue Cathy Racon-Bouzon pour son travail avec Charles Benoît dans ces alliances. Tout ce qui, aujourd'hui, on le voit, converge vers ces enjeux qui sont précieux pour nous. Je rappellerai peut-être brièvement que ce qui caractérise une fondation et un fonds de dotation, c'est un engagement irrévocable d'actifs dans l'intérêt général. C'est ce qui fait aujourd'hui la spécificité en France de nos fonds et fondations. C'est un engagement philanthropique, mais irrévocable de moyens. Et effectivement, il y a un long chemin qui a été parcouru. Charles Benoît se souvient certainement en 2008 de ce voyage aux États-Unis avec le Rameau, le Centre français, pour effectivement voir aussi toujours le local et l'international, ce qui se pratique ailleurs. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Ces dernières années, je ne vais pas les citer, mais effectivement, il y a un rôle, je dirais aussi, qui est toujours très présent, je pense, pour la plupart des fondations, c'est le lien avec l'acteur public, les pouvoirs publics. On sait bien que c'est par délégation que les fondations peuvent exister et agir, donc c'est un partage de l'intérêt général. Et ce partage de l'intérêt général, qui est vivant, qui doit évoluer au vu de l'enjeu de nos sociétés, nécessite forcément un dialogue entretenu entre les acteurs qui bénéficient d'une défiscalisation et d'une énergie pour pouvoir agir sur une cause d'intérêt général, donc nécessite un dialogue permanent avec les ministères et avec les collectivités territoriales, donc avec les pouvoirs publics globalement. Donc nous voyons une accélération de ces enjeux-là. Pourquoi? Tout simplement pour être plus efficaces ensemble. Donc c'est un des points qui est dans les 7 leviers de la co-construction, et c'est bien effectivement symboliquement que vous ayez, Cathy Racon-Bouzon et Charles Benoît, fait ensemble cette mission, acteur privé, le Rameau est un acteur privé, et voilà une démarche des pouvoirs publics de l'État. Donc c'est aussi, nous venons de l'entendre à travers le témoignage de Muriel Barnéou, avec les acteurs privés, les acteurs publics, que nous pourrons surmonter nos enjeux aujourd'hui qui sont bien sûr majeurs. Alors on va dire qu'à toute époque, les enjeux sont majeurs, mais il y en a un qui nous secoue particulièrement, c'est quand même cette réalité que ce qui se passe localement à l'autre bout du monde nous concerne localement ici. On a une pandémie d'une couverture
unique pour l'instant, dont personne ne sait quand est-ce qu'on pourra s'en relever. Les spécialistes nous disent très récemment encore qu'il y en a encore pour 2022, il faut s'y préparer, et c'est comme le nuage de Tchernobyl, les virus n'ont pas de frontières, les bactéries non plus. Donc ça nous force à l'humilité à travailler ensemble. Donc je fais cet éclairage parce que nous avons discuté l'an dernier au sein du Centre français sur ces enjeux qui, pour faire le lien avec les ODD, sont bien retranscrits dans les ODD, ce cadre d'action mondial que nous avons, qui, à mon sens, nécessite que nous puissions le prendre par secteur, par acteur, pour effectivement aller plus en détail, parce que malgré tout, ce sont des thèmes, les 17 thèmes sont très, très généraux, mais ils ont le mérite d'exister, de donner ce cadre, et c'est notre responsabilité à tous de pouvoir, par exemple, à l'image de l'ODD 17, le décliner, et notamment par approche territoriale. Donc il y a beaucoup à gagner en termes de dynamique. Deux initiatives du secteur des fonds et fondations ont été lancées l'an dernier. La première, la coalition des fondations françaises pour le climat, c'est plus d'une centaine de fondations aujourd'hui qui ont décidé de changer leurs pratiques. Très concrètement, de placements financiers, de modalités d'achat. Voilà, donc c'est le secteur qui prend conscience que par rapport à l'ODD 13 sur le climat, il y a beaucoup à faire, et ça commence par les pratiques, et ça commence par un territoire concrètement. Voilà. Deuxième initiative, l'initiative One Sustainable Health, qui vise à travailler de façon holistique sur la santé. Le One Health, c'est travailler à la santé humaine, environnementale et animale. Et là, on voit qu'on a des ONG, des centres de recherche, des entreprises aussi, comme le groupe Nutricène, qui rejoignent ces dynamiques. Donc, les fondations, et je remercie Charles Benoît-Ethique et le réseau des pionniers de nous permettre d'exprimer leurs souhaits, leurs intentions. Le CFF, aujourd'hui, c'est 350 fondations. Ça ne représente pas l'entièreté de toutes les entités juridiques qui sont nombreuses, très diverses, puisque avec le développement depuis 10 ans des fonds de dotation, une structure juridique très souple, on a aujourd'hui en nombre, pratiquement 10 ans après la création de ce statut, autant de fonds de dotation que de fondations, hein, un peu plus de 2500 fonds de dotation et un peu plus de 2500 fondations, dont 650 reconnus d'utilité publique. Donc on a bien sûr ces véhicules juridiques qui permettent de travailler dans l'intérêt général, et on a un engagement commun pour pouvoir le partager, pour pouvoir nous assurer que nous avons cette philanthropie de proximité, et la mission aussi qui a été conduite permet de voir les adaptations qu'une fondation puisse localement sur un territoire, surtout si elle est dans des zones peut-être rurales ou reculées, ou même parfois dans des villes, jouer globalement de sa capacité d'intérêt général, au-delà d'une thématique qui est la raison d'être souvent du statut. Donc cette évolution était aussi dans le livre blanc du Centre français des fondations, parmi les 10 recommandations, de pouvoir au niveau local nous assurer qu'il y a une reconnaissance des pouvoirs publics, qu'un acteur d'intérêt général peut aller au-delà d'une cause, et elle peut être multicause du moment que cette cause elle est transversale. On le sait bien, c'est l'enjeu de l'ODD 17, c'est la réussite de chacun des ODD, et qui se retrouve au plan mondial comme au plan local, dépend de la dynamique transversale. Cette pandémie nous fait énormément réfléchir sur l'approche holistique de la santé. Hein. Or, on a encore dans notre société, et je terminerai sur ce point-là, à mon sens, beaucoup de marge de manœuvre pour gagner en efficacité dans l'intérêt général, ensemble, de par la capacité à travailler. Je dirais, il y a jouer ensemble, mais jouer ensemble pour gagner ensemble. C'est bien l'objectif de cette démarche aujourd'hui, et que je salue. Donc nous aurons, et je donne rendez-vous puisque ça sera un format hybride, nous aurons à l'occasion du 1er octobre, qui est la journée européenne des fondations, l'occasion de revenir sur la thématique cette année du Centre français, qui est celle de, entre résilience et transformation, quel levier d'action pour l'intérêt général. Et nous parlerons et nous reviendrons, et nous le ferons en lien avec le réseau des pionniers, sur toutes ces avancées que vous travaillez, que nous travaillons, puisque nous en faisons partie, qui paraissent parfois, je le sais, dans des structures, et notamment dans des entreprises où les plans d'action sont très ciblés, mais c'est le cas aussi dans beaucoup d'associations ou de fondations. Mais nous devons, les responsables de chacune de nos structures, accorder du temps aujourd'hui
à nos équipes, à nos responsables, pour qu'ils regardent un peu plus à 360 degrés ce qui se passe. Je sais bien qu'on est tous sur du focus, qu'on est tous sur de l'action, qu'on a des entretiens annuels, qu'on est mesuré là-dessus, que les politiques ont des pressions, qu'ils ont des agendas. Mais il faut aussi ces temps de respiration. Le gagnant ensemble passe par le jouer ensemble. Et donc, il faut nous accorder du temps, ces énergies. Donc, je salue toutes celles et tous ceux qui participent à cette dynamique-là, qui sont en plus additionnels à l'action même de leur structure, je dirais, pour pouvoir partager, parce que nous savons que c'est là que nous avons des marges de manœuvre, acteurs publics et privés ensemble, autour de l'intérêt général qui est vivant. L'intérêt général, c'est pas quelque chose qui est dans le marbre. Il y a des repères forts et nous devons le faire évoluer au vu des enjeux de notre société. C'est un enjeu pour nous majeur et nous sommes effectivement partie prenante des catalyseurs régionaux et nous avons un développement actuellement de correspondants. Ça, c'est une approche aussi territoriale propre aux fondations qui est en cours et nous serons avec vous pour cheminer encore dans ce réseau des pionniers, comme nous l'avons été depuis le début, et comme le sait Charles-Benoît Tsic. Et je salue son équipe et tous les partenaires qui nous encouragent à travers leur implication, les partenaires publics et privés. Merci. Beaucoup, cher Benoît, et on le voit bien à travers ces 4 témoignages. Nous sommes vraiment aujourd'hui dans l'action et dans l'action pour soutenir les 350 catalyseurs territoriaux déjà identifiés. Alors, puisque ce réseau fête ses 7 ans et que vous savez comme moi que 7 ans c'est l'âge de raison, il nous fallait un cadeau à la hauteur des enjeux et depuis plus de 18 mois maintenant, se prépare un outil commun, un back-office commun pour pouvoir partager les données, les outils, les compétences de cette capacité de construire ensemble, de jouer collectif, telles qu'elles ont été résumées à la fois à l'international et en France. Je vous propose sans plus attendre de découvrir cette plateforme l'ODD17 en pratique grâce à vous, parce qu'il n'y aurait pas eu de cette plateforme, bien évidemment, si chacune et chacun ne s'était pas engagé dans des expérimentations extrêmement enrichissantes. Découvrons donc ensemble ce cadeau pour la 7e rencontre des pionniers des Alliances en territoire.